Candide ou l'optimisme. Comment une vieille prit soin de Candide, et comment il retrouva celle qu'il aimait. Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une masure. Elle lui donna un pot de pommade pour se frotter, lui laissa à manger et à boire. Elle lui montra un petit lit assez propre. Il y avait auprès du lit un habit complet. Mangez, buvez, dormez, lui dit-elle, et que Notre-Dame de Toca, Monseigneur Antoine de Padoue et Monseigneur Jacques de Compostelle prennent soin de vous. Je reviendrai demain. Candide, toujours étonné de ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait souffert, et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser la main. « Ce n'est pas ma main qu'il faut baiser, dit la vieille. Je reviendrai demain. Frottez-vous, frottez-vous de pommade, mangez et dormez. » Candide, malgré tant de malheur, mangea et dormit. Le lendemain, la vieille lui apporte à déjeuner, visite son dos, le frotte elle-même d'une autre pommade. Elle lui apporte ensuite à dîner. Elle revint sur le soir et apporte à souper. Le surlendemain, elle fit encore les mêmes cérémonies. « Qui êtes-vous » lui disait toujours Candide. « Qui vous a inspiré tant de bonté? Quelle grâce puis-je vous rendre ?» La bonne femme ne répondait jamais rien. Elle revint sur le soir et n'apporta point à souper. « Venez avec moi, dit-elle, et ne dites mot. » Elle le prend sous le bras et marche avec lui dans la campagne environ un quart de mille. Il arrive à une maison isolée, entourée de jardins et de canaux. La vieille frappe à une petite porte. On ouvre. Elle mène Candide par un escalier dérobé dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocart, renferme la porte et s'en va. Candide croyait rêver et regardait toute sa vie comme un songe funeste, et le moment présent comme un songe agréable. La vieille reparut bientôt. Elle soutenait avec peine une femme tremblante, d'une taille majestueuse, brillante et pierrerie. Brillante de pierreries et couverte d'un voile. « Ôtez ce voile, » dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche. Il lève le voile d'une main timide. Quel moment! Quelle surprise! Il croit voir mademoiselle Cunégonde. Il la voyait en effet. C'était elle-même. La force lui manque. Il ne peut proférer une parole. Il tombe à ses pieds. Cunégonde tombe sur le canapé. La vieille les accable d'eau spiritueuse. Ils reprennent leur sens. Ils se parlent. Ce sont d'abord des mots entrecoupés, des demandes et des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit et les laisse en liberté. « Quoi? C'est vous ?» lui dit Candide. « Vous vivez? Je vous retrouve en Portugal. On ne vous a donc pas violé. On ne vous a point fendu le ventre comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré. » « Si fait, » dit la belle Cunégonde. « Mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. » « Mais votre père et votre mère ont-ils été tués? » « Il n'est que trop vrai, » dit Cunégonde en pleurant. « Et votre frère? » « Mon frère a été tué aussi. Et pourquoi êtes-vous en Portugal? Et comment avez-vous su que j'y étais? Et par quelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison? Je vous dirai tout cela
répliqua la dame. Mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçûtes. Candide lui obéit avec un profond respect, et quoiqu'il fût interdit, quoique sa voix fût faible et tremblante, quoique l'échine lui fît encore un peu mal, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde levait les yeux au ciel. Elle donna des larmes à la mort du bon Anabaptiste et de Pangloss. Après quoi, elle parla en ces termes à Candide, qui ne perdait pas une parole et qui la dévorait les yeux. Chapitre 8. L'histoire de Cunégonde. J'étais dans mon lit et je dormais profondément quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares dans notre beau château de Tindertentrenc. Ils égorgèrent mon père et mon frère et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, haut de 6 pieds, voyant que ce spectacle, j'avais perdu connaissance, se mit à me violer. Cela me fit revenir. Je repris mes sens. Je criai, je me débattis, je mordis, j'égratignai. Je voulus arracher les yeux à ce grand Bulgare. Ne sachant pas que tout ce qui est arrivé dans le château de mon père était une chose d'usage, le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche dont je porte encore la marque. Hélas, j'espère bien l'avoir, dit le naïf Candide. Vous la verrez, dit Cunégonde, mais continuons. Continuez, dit Candide. Elle reprit ainsi le fil de son histoire. Un capitaine bulgare entra. Il me vit toute sanglante et le sangla. Ne se dérangez pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoignait ce brutal et le tua sur mon corps. Ensuite, il me fit penser et m'amener prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanchissais le peu de chemise qu'il avait. Je faisais sa cuisine. Il me trouvait fort jolie. Il faut l'avouer. Et je ne nierai pas qu'il ne fût très bien fait, et qu'il n'eût la peau blanche et douce. D'ailleurs, peu d'esprit, peu de philosophie. On voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de 3 mois, ayant perdu tout son argent et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un juif nommé Dan Issachar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal, et qui aimait passionnément les femmes. Ce juif s'attacha beaucoup à ma personne, mais il ne pouvait en triompher. Je lui ai mieux résisté qu'aux soldats bulgares. Une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Le juif, pour m'approvisionner, pour m'apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez. J'avais cru jusque-là qu'il n'y a rien sur la terre de si beau que le château de Tindertentrenc. J'ai été détrompée. Le grand inquisiteur m'aperçut un jour à la messe. Il me lorgna beaucoup et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes. Je fus conduite à son palais. Je lui appris ma naissance. Il me représenta combien il était au-dessus de mon rang d'appartenir à un Israélite. On proposa de sa part à Dan Issachar
de me céder à mon seigneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour et homme de crédit, n'en voulut rien faire. L'inquisiteur le menaça d'un autodafé. Enfin, mon juif, intimidé, conclut un marché, par lequel la maison et moi leur appartiendraient, à tous deux en commun, que le juif aurait pour lui les lundis, mercredis et le jeudi du sabbat, et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a 6 mois que cette convention subsiste. Ce n'a pas été sans querelle, car, souvent, il a été indécis si la nuit du samedi ou dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à tous les deux, et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimée. Enfin, pour détourner le fléau des tremblements de terre et pour intimider Don Issachar, il plut à Monseigneur l'inquisiteur de célébrer un autodafé. Il me fit l'honneur de m'y inviter. Je fus très bien placée. On servit aux dames des rafraîchissements entre la messe et l'exécution. Je fus à la vérité saisie d'horreur en voyant brûler ces 2 juifs et cet honnête Biscayen qui avait épousé sa commère. Mais quelle fut ma surprise, mon effroi, mon trouble, quand je vis, dans un Saint Benito et sous une mitre, une figure qui ressemblait à celle de Pangloss. Je me frottai les yeux. Je regardai attentivement. Je le vis prendre, je tombai en faiblesse. À peine reprenais-je mes sens que je vous vis dépouillé tout nu. Ce fut là le comble de l'horreur, de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai avec vérité que votre peau est encore plus blanche et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine du Bulgare. Cette vue redoubla tous les sentiments qui m'accablaient, qui me dévoraient. Je m'écriai, je voulus dire « Arrêtez, barbare !» mais la voix me manqua, et mes cris auraient été inutiles quand vous eûtes été bien fessés. Comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et le sage Pangloss se trouvent à Lisbonne, l'un pour recevoir 100 coups de fouet, et l'autre pour être pendu par l'ordre de Monseigneur, l'inquisiteur dont je suis la bien-aimée. Pangloss m'a donc bien cruellement trompée, quand il me disait que tout va le mieux du monde. Agitée, éperdue, tantôt hors de moi-même et tantôt prête de mourir de faiblesse, j'avais la tête remplie de massacres de mon père, de ma mère, de mon frère, de l'insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu'il me donna, de ma servitude, de mon métier de cuisinière, de mon capitaine bulgare, de mon vilain Don Issachar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miséraire en faux bordon pendant lequel on vous faisait, et surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent, le jour que je vous avais vu pour la dernière fois. Je louais Dieu qui vous ramenait à moi par tant d'épreuves. Je recommandai à mes vieilles d'avoir soin de vous et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très bien exécuté ma commission. J'ai goûté le plaisir inexprimable de vous recevoir.
de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante. J'ai grand appétit. Commençons par souper. Les voilà qui se mettent tous deux à table. Et après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé. Il y était quand le signor dans Issachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. C'était le jour du sabbat. Il venait jouir de ses droits et expliquer son tendre amour.